Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Pod Conseil. Dans cet épisode, nous allons aborder un sujet petit par son nom, mais important puisque nous allons aborder les micro-fermes. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Aujourd'hui, nous allons parler d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur dans le paysage agricole, les micro-fermes. Si petites mais si productives. Ces exploitations démontrent que la taille ne fait pas tout. On les voit émerger aux quatre coins de notre pays, mais que savons-nous réellement d'elles? Quelle est leur définition? Quelles activités y trouve-t-on? Et en quoi se différencient-elles de nos fermes traditionnelles? Et surtout, quelles difficultés rencontrent-elles et quel avenir les attend? Pour répondre à cette question, nous avons le plaisir de recevoir deux invités de marque. David Bixel, micro-maraîcher chez Système B à Neuchâtel. David, bonjour. Bonjour. Tu es aussi créateur d'une formation dédiée aux micro-fermes et tu seras accompagné par Delphine Picot, conseillère agricole spécialisée dans les questions de micro-fermes chez Pod Conseil. Delphine, salut. Salut Edouard. Alors, prêt pour cette plongée dans l'univers des micro-exploitations? C'est parti. Et pour commencer, la première question qui s'impose et qui est inévitable, micro-fermes, est-ce qu'on peut les définir? C'est une excellente question. On peut tenter de les définir. Je dirais que jusqu'à présent, il n'y a pas une définition bien claire de ce que c'est qu'une micro-ferme. Mais il y a des caractéristiques qui se retrouvent. Et c'est vrai que moi, j'ai un peu visité pas toutes, mais une grande partie des micro-fermes qui se trouvent en Suisse romande. Et dans les caractéristiques similaires, on peut dire que la plupart, en fait, toutes font de la vente directe. D'accord. Donc on va supprimer les intermédiaires aussi pour augmenter le revenu potentiel de la micro-ferme. Il y a la taille, évidemment. Quand on dit micro, c'est pas des fermes qui font 200 hectares. Donc en général, moi je dirais qu'on est en dessous de 5 hectares, mais ça c'est un peu... Ah, j'aurais dit plutôt 10. Voilà. Déjà, voilà. Déjà là, on n'est pas sur la même échelle. Énormément de travail manuel, donc il y a peu de mécanisation. Quelques micro-fermes ont des tracteurs, mais qui sont souvent des micro-tracteurs eux aussi. Ouais. Et il y a aussi, en tout cas, les principes de l'agriculture biologique qui sont appliqués et même de l'agroforesterie parfois. Il y a beaucoup de biodiversité, il y a beaucoup de promotion de la biodiversité, des aménagements, des choses comme ça. Parce que c'est vrai que là, du coup, on est un peu dans une question qui, moi, me semble un peu particulière. C'est-à-dire, par exemple, on vient de le voir avec l'exemple de 5 hectares, 10 hectares. On a une définition qui est un peu floue. On voit les limites, mais en même temps, on n'a pas connaissance de choses vraiment clairement définies. Est-ce que, Delphine, toi, tu as des choses complémentaires à ajouter à ça? Par exemple, sur le type d'activité qu'on pourrait retrouver dans ces micro-fermes? Non, je pense que David a dit vraiment la base. Du coup, le maraîchage, je pense qu'on le retrouve quand même de manière... c'est prépondérante quasiment dans toutes ces exploitations. Et ce qu'on peut, je dirais, c'est que voilà, vu qu'on a cette vente directe et puis une taille assez restreinte, on a de manière générale des activités à haute valeur ajoutée. Donc le maraîchage, c'est l'activité la plus classique. Ouais. Mais je pense qu'il y a aussi de la transformation, on peut avoir des arbres fruitiers, on peut avoir des choses... assez très diversifiées, mais la caractéristique commune, c'est la haute valeur ajoutée. Parce qu'on n'a pas une surface illimitée et puis parce qu'on vend tout en vente directe. Après, c'est vrai qu'au niveau de la définition, j'en parle déjà maintenant, mais c'est vrai qu'on n'arrive pas forcément à s'entendre actuellement sur une définition commune, mais c'est aussi qu'on n'a pas fait forcément de recherche par rapport à ça. Et puis, on est actuellement en train de travailler là-dessus, avec Agridea notamment, parce qu'on a déposé un projet pour essayer d'apporter une définition claire, en tout cas le plus clair possible, de ces structures. Et oui, parce que ça va être un peu la chose fil rouge de notre épisode, c'est que finalement, on a peut-être un besoin fort d'une définition claire pour savoir ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire des micro-fermes. Mais avant de parler de ça, j'ai encore une question, c'est est-ce que, parce que David t'a dit que tu avais rencontré beaucoup de micro-fermes en Suisse romande, est-ce qu'on a vraiment un inventaire clair de combien de micro-fermes, même si on n'a pas la définition clairement définie, mais est-ce qu'on a un inventaire de combien il y en a en Suisse, combien n'existent ou pas? Alors, à ma connaissance, on n'en a pas, puisqu'on n'arrive pas à les définir clairement jusqu'à maintenant. Par contre, moi, on est en train, avec un petit groupe, de créer une association pour les micro-fermes. Puis on avait fait passer un questionnaire qui a été relayé par plusieurs micro-fermes.
enfin par toutes les microfermes. Et puis l'idée, en fait, c'était de dire, si vous vous reconnaissez comme une microferme, répondez à ce questionnaire. Ouais. Donc là, l'objectif, c'était que ça vienne de la microferme. Si elle se dit microferme, elle répond à ce questionnaire. Qui se revendique du truc, en fait. Exactement, qui se revendique du truc. Après, je crois que Delphine, vous avez déjà aussi... Vous avez peut-être une liste plus complète que celle que j'ai moi. Donc, Ouais, nous on a fait un inventaire. Je dirais, grosso modo, je parlerais en Romandie environ de 80 exploitations qui auraient ces caractéristiques communes dont on a parlé il y a 5 minutes. Mais c'est vraiment un chiffre à la louche. Donc ça aussi, on est en train on veut cette définition pour pouvoir aller vraiment dans toute la Romandie et se dire, tiens, en fait, on a tant d'exploitations qui répondent à cette définition. Ça, c'est une volonté avec ce projet. Donc c'est vraiment l'enjeu de savoir qu'est-ce qu'on recherche, est-ce qu'il y en a, combien. Exact. Avoir en fait une meilleure visibilité, parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup depuis 10 ans, mais finalement on n'a pas de chiffres à la clé, on n'a que des tendances et des estimations, mais on n'a pas de chiffres tangibles. C'est vrai qu'on en parle depuis des années. Et justement, pourquoi en parle-t-on ? Puisque je l'ai un peu dit en introduction, mais ces micro-fermes, on les qualifie souvent de révolution dans le monde agricole. Est-ce que c'est vraiment une révolution ? Je vous propose de parler des avantages qu'on peut attendre des micro-fermes. À quoi répondent-elles finalement ? Un des plus grands intérêts des micro-fermes, c'est d'avoir une production qui est locale et de qualité, c'est-à-dire que dans le projet pour lequel je travaille, qui est l'épicerie participative Système B à Neuchâtel, on a un système de production qui se trouve à 10 km à peu près du point de vente, et on fait 3 livraisons par semaine. Donc on a des légumes qui sont récoltés dans la journée, qui sont livrés en fin d'après-midi et qui sont disponibles aux consommateurs en fin d'après-midi. Oui, donc ça fait une qualité fraîcheur. Ça fait une qualité fraîcheur qui est assez imbattable, je pense. D'ailleurs, on se vantait d'être l'épicerie la plus fraîche de Suisse, en tout cas de Suisse romande. Si on prend les supermarchés, j'étais allé visiter, quand je faisais mes études à Épia, on était allé visiter un des centres de la Coop, un des centres de distribution de la Coop, et il nous disait le légume arrive dans l'étal avec minimum 3 jours. Ah oui. Ça, c'est le minimum. Donc, on a déjà 3 jours de moins, à peu près. Enfin, oui. Par là, quoi. Donc, un des grands avantages pour moi, c'est un système de production qui est le plus près possible du consommateur, pour la fraîcheur. Aussi, pour des histoires d'approvisionnement, parce qu'on pourrait imaginer que des problèmes arrivent. C'est pas impossible, les températures se réchauffent un tout petit peu, les guerres se rapprochent un tout petit peu aussi. Il y a eu la période Covid aussi où on a vu que il y avait un besoin. Il y avait un problème de main-d'œuvre. Moi, j'avais un petit peu quitté le maraîchage pendant une période pour me consacrer à la fin de mes études. Et c'est une amie qui m'a rappelé en me disant, écoute, on a un gros problème, c'est que normalement il y a une 20aine de personnes qui viennent de Pologne qui travaillent en ce moment. Et puis, ils ne peuvent pas venir parce qu'il y a le Covid. Donc, la plupart des micro-fermes, même la totalité des micro-fermes que je connais, n'emploient que des gens qui habitent sur place ou juste à côté. Donc ça, c'est aussi, en termes de résilience, ce n'est pas de la main-d'œuvre bon marché qu'on va chercher très loin, c'est des gens qui habitent sur place ou très près. Oui, donc il y a un projet un peu social, en fait, là aussi, quoi. Ouais. Et pour faire suite, moi je trouve que suite à ce projet social, l'implication des consommateurs est centrale au sein des micro-fermes. Tout d'abord parce que tout est vendu en vente directe, donc forcément que si le consommateur n'est pas là, rien n'est vendu, donc le consommateur est central, mais surtout, dans la plupart de ces micro-fermes, il est impliqué au niveau de la production. Les micro-fermes sont dans pas mal de cas des coopératives. Et puis, du coup, les coopérateurs, en échange de leur panier, on leur demande, par exemple, de venir travailler une demi-journée ou une journée par année, etc. Donc, on a vraiment une implication du consommateur qui a une meilleure visibilité de ce qui se passe sur les champs, est impliqué directement. Et puis, il a une responsabilité aussi. Il doit venir travailler pour aider et puis pour permettre... toute la production finalement maraîchère. Donc je pense que c'est un système assez intéressant pour mieux impliquer le consommateur et puis pour que le consommateur comprenne ce qui se passe dans les champs. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, je suis complètement d'accord avec toi. Et dans notre projet, en fait, la toute base du projet, donc c'est une épicerie participative. À la base,
les gens se sont mis ensemble pour dire, OK, on n'est pas satisfait des épiceries qu'on trouve et des supermarchés, donc on va se mettre ensemble pour créer quelque chose de différent. Pour réduire les coûts, en fait, on n'aura pas de main-d'œuvre employée, salariée, donc ça sera que des gens bénévoles. Pour faire partie de l'épicerie, il faut travailler 3 heures par mois dans l'épicerie. Et en fait, on s'est rendu compte après un moment, donc moi je faisais partie de cette épicerie, que finalement on se fournissait en légumes et en fruits chez le même fournisseur que la Migros et la Coop, qui était Raviva, pour ne pas le nommer. Je ne sais pas si j'avais le droit de le nommer. Mais bref. On verra bien. On verra bien. Et du coup, on s'est dit, zut, en fait, on est en train de reproduire quelque chose. Donc, l'idée de base, c'était de dire, OK, des gens arrivent à se mettre ensemble pour monter une épicerie et faire vivre cette épicerie. Pourquoi est-ce qu'on n'élargirait pas les créneaux? Donc, il y avait un créneau fromage, un créneau commande de produits, un créneau caisse à l'époque. Il y avait une petite caisse. Et puis, on s'est dit, pourquoi on n'élargirait pas ces créneaux à la production? Et on a une population locale qui va produire sa nourriture, qui va se mettre ensemble pour gérer la vente de cette nourriture. Et donc c'est ça l'objectif final des jardins qu'on a créés, c'est de réduire petit à petit au strict minimum la main-d'œuvre employée et d'avoir des gens qui sont capables de participer à la production de leur propre nourriture. Oui, en fait, on voit bien là que typiquement dans le projet micro-ferme, c'est pas juste de dire je veux faire des légumes sous paille en planche permanente. Il y a vraiment une volonté de faire un pas de côté par rapport à un modèle aujourd'hui qui domine encore. Mais c'est vraiment, il y a un autre projet qui implique aussi, même dans ton expérience personnelle, tu viens de dire que c'est la proximité, la localité et tout qui a fait un peu foi, quoi. Ouais. Mais d'ailleurs, beaucoup de porteurs de projets, là, moi je peux le dire en tant que conseillère, vu que je reçois passablement de personnes qui ont des projets de micro-ferme, il y a la question du sens qui est centrale. Beaucoup de personnes travaillent dans différentes institutions, je dirais, puis à un moment, il se pose la question du sens dans ma vie actuellement par rapport au changement climatique ou je ne sais, ou par rapport à la société en général. Et c'est vrai que beaucoup voient dans la micro-ferme quelque chose qui, rassemble toutes leurs valeurs et qui leur permettent de vivre peut-être différemment et puis d'apporter leur pierre à l'édifice. C'est pas facile, il y a, je pense, pas toutes les valeurs qui sont forcément cochées. Des fois, on doit dire non à certaines, etc. Mais il y a vraiment cette question de sens qui est, je pense, centrale dans les micro-fermes et de faire quelque chose qui fait du sens pour moi et pour les générations suivantes. Et on les retrouve vraiment. Et du coup, de là découlent beaucoup de choses au sein des micro-fermes, peut-être une recherche d'autonomie, de produire différemment, de faire très attention à la biodiversité. Voilà, il y a vraiment une réflexion autour du système global pour que ça fasse du sens et que ça colle à mes propres valeurs. Eh ben, j'ai envie de poser la question directement à un praticien. David, avant, il me semble qu'on en avait parlé un petit peu en off, mais tu étais informaticien, donc il y a eu un changement. Est-ce que cette quête de sens, entre guillemets, si je peux l'appeler comme ça, elle a fait partie un peu de cette volonté d'aller vers ces micro-fermes? Oui, complètement. Ouais, moi j'étais informaticien chez un fournisseur d'accès à Internet. Et puis bon, j'ai tenu, je vais utiliser ce mot-là, j'ai tenu quelques années, mais j'étais incapable de tenir plus longtemps. Et puis après, je me suis orienté plus vers des ONG. J'ai travaillé pour Médecins sans frontières pas mal de temps, en me disant, même si le métier n'a pas vraiment beaucoup de sens, peut-être que si la cause est noble, ça va bien se passer. J'ai tenu quelques années de nouveau, mais après l'informatique, c'était plus possible, quoi. Et là, une fois, j'étais au Brésil, il y avait des conférences d'agroécologie dans la ville de Botucatu. Et puis c'était absolument extraordinaire. J'étais fasciné par ces projets de reverdissement du désert. Puis je me suis dit, tiens, peut-être que là, il y a un truc intéressant à aller chercher, quoi. Mais c'est complètement ça, ouais. Je pense que les micro-fermes, contrairement peut-être à d'autres fermes qui pourraient se créer aujourd'hui sur des buts économiques, les micro-fermes se créent sur des valeurs, en grande partie, quoi. Donc si je résume, si je comprends bien, c'est qu'il y a donc une volonté personnelle d'aller vers des systèmes qui correspondent plus à nos valeurs. Il y a aussi une volonté de rétablir une proximité entre le monde urbain, le monde rural, reconnecter les gens un peu à la terre ou à la production en tout cas, j'ai envie de dire. Et ça, c'est pour un peu clôturer le chapitre micro-ferme à l'échelle de la micro-ferme, mais il y a une autre échelle qui est un peu plus globale, et j'aimerais bien vous faire réagir sur un phénomène en ce moment, c'est qu'on observe une énorme sécheresse en Espagne, qui dure, et comme on considère que l'Espagne est le potager de l'Europe, entre guillemets, donc les tomates qui ont 3 jours, dont tu parlais tout à l'heure, en général elles viennent de là-bas, est-ce qu'il n'y a pas
un autre enjeu à une échelle plus grande sur l'implication des microfermes dans un territoire. Est-ce qu'il y en a un de vous deux qui va se lancer là-dessus ? Ok. Ouais, David, je te laisse. Ouais, moi je pense que l'approvisionnement c'est quelque chose de fondamental. Alors là tu parles de sécheresse en Espagne, mais on pourrait imaginer tout un tas d'autres problèmes. Si on a une production qui est locale, les premières livraisons qu'on a fait, un système B, on les a fait en vélo avec une petite remorque pour vélo moteur. S'il n'y a plus de pétrole, on va réussir à livrer l'épicerie quand même. S'il y a des problèmes de déplacement de matière, on va quand même réussir à livrer notre épicerie. Si tout vient d'Espagne et que, je dis un truc un peu au bol comme ça, mais si l'essence triple, ben ça va forcément se répercuter sur les légumes. S'il y a des problèmes en Espagne, ça va se répercuter sur les légumes. Donc si on veut augmenter la résilience d'un territoire, il faut évidemment qu'il y ait de la production agricole. Et quoi de plus simple que de mettre en place des petites unités de production qui demandent très peu d'investissement. Pour vous dire, nous, on produit des légumes pour 200 personnes à Neuchâtel. On a 200 familles de consommateurs, de consommatrices. Et c'est 30 000 francs d'investissement pour notre système de production. C'est relativement peu élevé par rapport à un système standard. Et comme je le disais, la livraison peut se faire de manière très simple avec des systèmes qui n'utilisent pas d'énergie, quoi. L'énergie humaine. Et c'est vrai que je trouve pour la Suisse, c'est quand même très intéressant, étant donné que la Suisse est quand même un micro-pays et qu'on a un problème de surface, on a un problème de surface agricole. Enfin, la moitié de notre pays est couvert de montagnes. On n'a pas tellement de surface agricole si on compare peut-être à d'autres pays comme la France. Donc c'est vrai que pour ça, de rentabiliser finalement un maximum la surface, de le ramener à des toutes petites unités de production, c'est quand même super intéressant pour un pays qui est limité en surface agricole, de mon point de vue, bien sûr. Je trouve. Et là-dessus, on va te dire, t'as des références, des chiffres ? Bientôt, grâce au projet déposé. Et moi, je trouve qu'un des projets que j'aimerais bien développer dans le futur, il y a plein d'éco-quartiers qui se créent en ce moment. Il y en a un qui s'est créé à Neuchâtel. Et en fait, c'est marrant, mais l'idée, c'est... Ok, on va faire des appartements et on va mettre des bacs et chaque appartement aura son bac. Et moi, je trouve que ça serait beaucoup plus intéressant de virer les bacs, de dire, ok, il y a 800 mètres carrés qui sont réservés pour faire de la production. On engage quelqu'un qui est professionnel, qui connaît son métier, qui produit de la nourriture et puis les habitants peuvent aller récolter ce qu'ils veulent quand ils veulent. Ils payent une cotisation, on pourrait dire, tous les mois pour avoir accès à la production de ce jardin. Je pense que ça, c'est des projets qui sont super intéressants. Alors, on est encore à plus petite échelle. Là, on est à l'échelle du quartier ou de l'éco-quartier. Et ça, je pense que c'est des projets qui ont vraiment de l'avenir. Là-dessus, il y a des enjeux aussi. Alors, moi, j'ai envie de vous poser une question parce qu'à vous entendre, j'ai l'impression que les micro-fermes cochent absolument beaucoup de cases, enfin, on ne peut pas dire toutes les cases, de ce qu'on pourrait attendre d'un système un peu plus résilient, global, vertueux, tout ça, social. Mais pourquoi on n'en a pas tant que ça alors ? Est-ce qu'on peut aborder justement les problèmes qu'aujourd'hui connaissent les micro-fermes au niveau de leur développement ? Pourquoi on n'en voit pas fleurir à chaque bout de parcelle ? Ah là là, ouais, bah alors ça c'est c'est mon pain quotidien. Non, bah, y a beaucoup d'aspects. Hein. Je vais essayer de ne pas être trop longue là-dessus parce que c'est vrai qu'on peut vraiment... Il y aurait beaucoup de choses à lister. Beaucoup de ces choses découlent finalement du manque de reconnaissance, déjà. Ça, c'est vraiment un point à noter. Et puis, je dirais peut-être la première difficulté dont on peut parler et qui finalement, ça n'est pas commune que aux micro-fermes, c'est, j'en ai parlé, c'est finalement le manque de terrain agricole ou la rareté du terrain agricole en Suisse. L'accès à la terre, il est très restrictif. Et il n'est pas donné à tout le monde. Alors c'est bien pour certains aspects et puis moins pour d'autres, mais c'est vrai que trouver du terrain agricole en Suisse, c'est compliqué et ça coûte cher si on n'en a pas dans sa famille. Même pour 1 hectare Alors c'est compliqué de trouver 1 hectare. La loi, c'est encore plus compliqué. Oui, c'est encore plus compliqué. La LDFR, si on veut rentrer dans le technique, donc non, la loi sur le droit foncier rural finalement restreint les morcellements
d'entreprises agricoles, mais voilà, on ne va pas rentrer là-dedans, mais dans le sens que c'est compliqué de vendre des petites parcelles, ça arrive parfois, mais c'est compliqué, et après c'est réservé à des personnes qui sont reconnues comme étant agriculteurs ou agricultrices. Donc c'est vrai que déjà là, on a des barrières qui ont été mises, c'est pas si mal, hein, ça empêche que des gros consortiums, voilà, exactement, que ça soit acheté par n'importe qui ait un accaparement des terres, mais ça met aussi beaucoup de barrières, et c'est vrai que moi, de nouveau, dans mon quotidien, j'ai beaucoup de gens qui cherchent des domaines, et ça peut faire des fois plus de 10 ans qu'ils cherchent des domaines agricoles et ils n'en trouvent pas. Ils n'en trouvent pas à la bonne taille parce que des fois, maintenant, c'est de plus en plus des énormes domaines qui sont vendus. Donc, on trouve de moins en moins de petits domaines. Et puis, dès que c'est des gros domaines, le prix va avec. Donc, il faut pouvoir sortir plusieurs millions. Donc, il y a quand même, là, il y a une première difficulté au niveau accessibilité. Accès à la terre, ça, c'est vraiment une des premières choses. Et puis, on pourrait dire, moi, c'est ce que je conseille, c'est plutôt de se dire, on ne va pas acheter, on va louer. Oui, parce que... c'est le plus logique. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de sortir comme ça des millions, mais de nouveau, ça pose... Actuellement, on n'a pas un système ou un statut juridique qui permet facilement à une microferme de s'installer. Typiquement, si elle s'installe sur un bout de terrain, elle ne va pas avoir de bâtiment qui va avec, donc elle va pas pouvoir avoir de paiement direct, donc de contribution, et elle va pas pouvoir, dans la plupart des cas, avoir légalement un tunnel maraîcher. Et le tunnel maraîcher, c'est la base de la production. Enfin, je connais pas de microferme, ou très peu qui s'en sortent sans tunnel. Donc on voit que là, il y a des barrières finalement juridiques, administratives, qui peuvent freiner énormément l'implantation de ces structures. Premier problème, juridique et administratif. Oui, et puis après, je pense que de là découlent aussi des problèmes économiques. Le fait quand même de ne pas pouvoir accéder au paiement direct en Suisse, il faut le dire, c'est quand même assez compliqué. Enfin, l'agriculture en Suisse ne tourne que grâce à ces aides fédérales. Et puis, les microfermes ne cochent pas les cases d'accès au paiement direct pour plusieurs raisons. Des fois parce qu'il n'y a pas le bâtiment, des fois parce qu'il n'y a pas la taille minimale, des fois parce qu'il n'y a pas aussi la formation qui va avec, ou la forme juridique. C'est vrai qu'on n'en a pas forcément parlé avant, mais je trouve intéressant, dans les microfermes, on a quand même d'autres formes juridiques. C'est pas simplement souvent un agriculteur ou du coup un microfermier qui se lance. Il y en a aussi, tout seul, mais c'est souvent on essaie de partager les risques. Donc, on se met en association, en coopérative, on se met à plusieurs. Et en fait, le fait de changer ces formes juridiques, ça pose quelques problèmes et au niveau notamment des paiements directs, parce que l'accès au paiement direct est restreint à certaines formes juridiques. Et par exemple, en tant que coopérative, on n'a pas le droit de toucher les paiements directs. Donc voilà, c'est vrai que déjà là, on a des barrières. Et puis après, il y a toute la question de l'information, parce que pour toucher les paiements directs, il faut avoir certaines formations qui sont très bien listées. Et puis du coup, si on les a pas, on ne touche pas les paiements directs. Donc ça reboucle justement à ce qu'on se disait en introduction, c'est que ce manque de reconnaissance juridique et administrative, finalement, il peut être aussi corrélé avec le manque de définition. Et c'est pour ça aussi que toi, tu allais poser un projet pour avoir une définition claire de ça, pour dire, bon, maintenant, on sait ce que c'est, on arrive à reconnaître une quand c'en est une, il faut qu'on la reconnaisse juridiquement. Tout à fait. Après, ça ne va pas changer la loi, ça ne va pas permettre aux coopératives de toucher les paiements directs, quoi. Ça, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a quand même cet aspect collaboratif commun, de faire ça à plusieurs, de partager les risques à plusieurs, oui, qui est souvent, je trouve qu'on rencontre beaucoup, et qui est finalement une barrière. Typiquement, acheter du terrain à plusieurs, ça va être beaucoup plus compliqué, etc. Donc, on voit que là aussi, ça bloque beaucoup, parce que les microfermes sont un peu hors cadre agricole standard. Moi, j'ai une petite anecdote du coup pour un peu illustrer tes propos. Je travaillais pour une structure qui fait de l'arboriculture dans le canton de Neuchâtel, qui s'appelle la coopérative de Labor. Et en fait, on a fait une demande, parce que pour l'instant, on touche les paiements directs, mais c'est un agriculteur, parce qu'on a des vergers, on a à peu près 2 hectares de vergers, un peu plus. C'est un agriculteur qui fauche, puis qui nous redistribue une partie des paiements directs en ayant prélevé un peu pour son salaire. Enfin bref. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y a certains vergers qu'on fauche nous-mêmes, c'est l'agriculteur qui touche les paiements directs. Donc, on s'est dit, ok, on va prendre les paiements directs pour nous, donc on va s'inscrire et tout ça, pour être reconnu. Et en fait, quand on fait ça, alors évidemment, il y a un contrôle des papiers. Donc moi, c'était bon parce que j'avais un diplôme qui correspondait. Et après, il y a une visite. Il y a une visite sur le site. Alors, il y a 2 agriculteurs qui sont venus voir. Donc, c'est de l'arboriculture. Il nous faut des pelles, des sécateurs, des scies, des échelles. Hein. Ouais. Ils m'ont dit, il est où votre parc machine ?
J'aurais montré mes sécateurs, j'aurais montré les échelles. Et on s'est vu refuser les paiements directs parce qu'on n'a pas de parc machine. Donc là, on voit bien qu'on a un système qui n'est pas du tout adapté à des petites structures comme ça. Et ce n'est pas de leur faute, hein. Je ne les blâme pas, mais effectivement, on a un système juridique qui n'est pas adapté. Donc là, il y a peut-être quelque chose à faire. Il y a peut-être quelque chose à faire. C'est clair que, on voulait peut-être en discuter plus tard, mais s'il y a cette question de si on veut aller un peu dans cette direction, c'est vrai qu'au niveau juridique et administratif, il y aurait besoin d'une certaine souplesse qui actuellement n'est pas partout, disons, de mise. Un jour, peut-être que les échelles seront reconnues comme bâtiments agricoles. Comme parc machine. Mais d'ici là, il y a d'autres soucis encore. Oui, c'est vrai que je peux continuer là-dessus, on a un peu digressé. Non, mais c'est vrai que d'un point de vue économique, par exemple aussi, la grande question, c'est l'accès au crédit pour s'installer. Toi, tu l'as dit, David, il n'y a pas besoin de grand-chose au début. C'est vrai qu'on a des niveaux d'investissement assez faibles, mais on ne dit pas non, je pense, contre un 30 40 000 francs. Et puis, c'est vrai qu'actuellement, il n'y a pas d'aide agricole, en tout cas, qui sont possibles pour les micro-fermes. On parle par exemple de l'aide initiale, c'est un peu l'aide classique pour un jeune ou une jeune agricultrice qui souhaiterait reprendre une ferme. Et ça, il y a des critères de formation et puis surtout un critère de taille. On parle d'UMOS. Il faut atteindre une certaine taille pour pouvoir toucher cette aide initiale. Et ça, c'est impossible. Atteindre un UMOS, ça va être très compliqué pour une micro-ferme. Donc on voit que déjà là aussi, au niveau crédit agricole, il n'y a aucune aide qui est possible, ce qui n'est pas le cas. On en a discuté avant, par exemple en France, où une aide à l'installation est possible pour finalement à peu près toutes ces micro-fermes. Donc là, on voit qu'en Suisse, on a un cadre quand même très restrictif et puis dans lequel les micro-fermes n'arrivent pas ou très peu à rentrer. Donc il y a d'autres aides. Après, il faut aller dans des banques, etc. Voilà, il y a des aides, il y a des crédits qui sont possibles, mais en tant que tel, en tout cas au sein du système agricole, il n'y en a pas actuellement pour les micro-fermes, ou très peu. Je rebondis de nouveau un coup sur cette histoire du MOS. Donc il y a des tabelles, hein. C'est l'unité de main-d'œuvre standardisée, des tabelles qui disent par arbre, ça représente 0,01 UMOS, ou un truc comme ça. Et pour le maraîchage, évidemment, ces tabelles sont basées sur du maraîchage qui est ultra classique. Donc mécanisé et tout. Ultra mécanisé. Et sauf erreur, tu me corrigeras, je ne sais pas si tu connais les chiffres par cœur, je crois que c'est 0,65 UMOS par hectare, ou un truc comme ça. Je suis pas sûre. Je crois que c'est plus bas un peu. C'est même peut-être plus bas. Ouais. Mais en gros, quand on fait du micro-maraîchage, quand on est dans une micro-ferme, on est plutôt à 1 UMOS, on serait à un équivalent temps plein pour 6 000 m², 5 000 m². Parce que les pratiques sont toutes différentes. On va faire beaucoup plus de travail manuel. Donc en fait, on arriverait sur des petites surfaces à obtenir le bon nombre d'équivalents temps plein, mais pas le bon nombre d'UMOS, parce que pour eux, c'est maraîchage, et maraîchage, c'est 0,5 UMOS par hectare. Par exemple, je crois que c'est 0,32 quelque chose comme ça pour le maraîchage, mais bon là. Dans tous les cas, il y a des rapports d'échelle qui sont pas du tout les mêmes. Voilà, la réalité, ce qui est mis dans un tableau quelque part. Voilà. Avant, il y avait le parc machine, là, c'est le parc de main d'œuvre qui est trop petit, quoi. Oui, et puis ce calcul des UMOS, là, on rentre dans du un peu plus technique, mais ce calcul des UMOS, il est hyper important. En fait, on l'utilise partout. Il conditionne beaucoup de choses. Oui, pour les paiements directs, pour l'aide au crédit. Du coup, ça peut entrer en considération peut-être dans la demande d'un tunnel. C'est aussi ça qui est important quand on veut construire des choses. Enfin, vraiment, on le demande à peu près partout. Donc, de travailler là-dessus, puis d'avoir un peu de retravailler cette notion, c'est vrai que ça serait super intéressant. Mais oui, de toute façon, on comprend vite la difficulté de travailler avec un indicateur mal calibré, quoi. Oui, mais en même temps, il a bien fallu faire une généralité pour la Suisse. Et puis voilà, c'est l'outil actuellement qui est utilisé pour toute la Suisse. Et on a un outil pour toutes les régions en Suisse, et puis on essaye de rentrer à peu près toutes les caractéristiques des exploitations agricoles dedans. Ensuite, j'imagine que imaginons il y a une micro-ferme qui s'installe, elle a réussi à passer outre le problème juridique, le problème administratif, le problème économique de l'installation, qui avait au bon moment, au bon endroit, la terre disponible, les fonds propres disponibles, tout ça. Maintenant, il faut quand même qu'elle assure le carnet de commandes et qu'il y ait des consommateurs, parce que là aussi, il n'y a pas
un souci. Ouais, effectivement, là, il y a un souci. Ouais. On hoche la tête les deux, sans rien dire. Alors là, je vois. C'est Et pas on très soupire. radiophonique, mais vous aurez C'est compris. vrai que les formations actuelles sont plus basées sur du maraîchage ou de la production agricole classique. Et puis, on a vraiment des techniques aujourd'hui on a vraiment des techniques spéciales apparentées aux micro-fermes, où on fait beaucoup d'associations de culture, on fait beaucoup de choses comme ça, qui ne sont pas du tout enseignées dans les écoles d'agriculture. Et du coup, il y a vraiment un immense besoin de formation aussi. Ouais. Donc on a démarré une formation avec Tal, un collègue à moi, que je salue, il y a 2-3 ans maintenant. Et puis maintenant, c'est Agrilogie qui chapeaute cette formation. Alors ils ont été, c'est une collaboration très très sympathique parce qu'on a pu rester complètement maître du plan d'études. Et du coup, il y a un peu plus de reconnaissance parce que c'est chapeauté par un institut qui est reconnu. Donc ça, c'est un premier pas. Mais après, il y a eu une demande qui a été faite par un des enseignants de l'école de Châteauneuf, donc c'est là qu'ils forment les maraîchers. Il est allé avec sa demande à l'USP, non, à l'Union maraîchère suisse, pardon. Et puis il a dit, est-ce qu'on ne pourrait pas faire un CFC où première année, deuxième année, tronc commun, troisième année, culture légumière, donc sur grande surface, et micro-maraîchage. Et là, on lui a dit, le micro-maraîchage, ça n'existe pas. Donc ça a été balayé. Donc lui, il dit, je ne perds pas espoir, je réessayerai dans 6 ans. Je crois que c'est tous les 6 ans qu'ils se retrouvent pour définir un peu ça. Mais voilà, donc il y a quelque chose encore qui est difficile à faire accepter à certaines personnes, mais ça serait une option qui serait super intéressante, c'est d'avoir le choix. Et pour vous donner un exemple en chiffres, l'année passée, ou c'était l'année d'avant, j'ai fait une intervention à Châteauneuf avec les étudiants de 3e de maraîchage. J'ai fait une demande parce qu'il y avait une vingtaine d'étudiants. J'ai dit, mais qui a envie de faire de la culture légumière sur grande surface, des carottes, des hectares et des hectares de carottes? Il y avait 2 personnes sur 20. Les 18 autres voulaient faire du micro-maraîchage. Donc on est face à un système qui ne répond plus aux besoins des participants et participantes de formation. Et de l'autre, avoir un CFC de maraîcher, c'est le Graal et il faut vraiment obtenir. Enfin, moi, je recommande à tout le monde de l'avoir. Bon, déjà aussi d'avoir des connaissances de base, c'est super, mais après, pour le reste du parcours d'un micro-fermier, c'est d'avoir une formation reconnue, c'est un énorme plus dans la poche. Complètement d'accord avec toi. Et si en plus, ça peut t'enseigner exactement ce dont tu as besoin, ça sera encore mieux, quoi. Mais alors, qui dit micro-maraîchage, technique un peu particulière, c'est-à-dire qu'il faudrait aussi avoir des formations particulières. Est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment des références techniques vis-à-vis de ces pratiques de micro-ferme? Je sais qu'on parlait avant de permaculture, on en parle encore un peu, mais de planches permanentes, de choses comme ça. Il y a besoin aussi d'avoir des références agronomiques là-dessus, ou pas forcément, ou il faut juste de la connaissance empirique qu'on se diffuse comme ça? Moi, je suis convaincu qu'il faut faire de la recherche et puis qu'il faut qu'on ait des bases solides pour pouvoir continuer à travailler là-dessus. Après, il y a déjà 2-3 choses. Et puis, tu parlais de connaissances empiriques. Il y a déjà des projets qui fonctionnent comme ça depuis des années et des années. Et c'est peut-être de ce côté-là qu'il faut aller chercher. Mais ouais. Bah, par rapport à ça, nous, on organise typiquement cette année, on s'est dit on va organiser la première journée technique des micro-fermes, le 10 septembre prochain, je le glisse. Quelle date? Le 10 septembre. 10 septembre. Parce que du coup, c'est vrai que, comme tu dis, je pense que l'échange entre praticiens est super important et aussi adapté à la condition locale, enfin aux conditions locales suisses, parce qu'on a quelques références. On a le fameux Jean-Martin Fortier, il y a beaucoup de micro-fermes en France qui ont fait des vidéos, des choses comme ça. Donc il y a des références qui existent, mais elles ne sont pas forcément adaptées à notre climat, à nos conditions. Et du coup, l'échange entre praticiens, il est vraiment très, très important, quoi. Donc il y a un besoin de localiser aussi les savoirs. Oui. Complètement. Et de répondre à des enjeux aussi locaux, mais particuliers en fonction des micro-fermes, parce que j'imagine que si on a un terrain en pente par rapport à un terrain plat, c'est même pas les mêmes enjeux de ce qu'on peut faire et tout. Complètement. Et je me posais aussi la question au niveau peut-être du besoin, machinisme léger, hein, j'entends par là une échelle et un sécateur, mais est-ce qu'on peut pas améliorer cette échelle et ce sécateur par exemple? Enfin, est-ce qu'il y a aussi un besoin? Moi, je connais l'atelier paysan qui propose des plans gratuitement sur des choses qui ont été élaborées par des gens qui travaillaient sur certains sujets particuliers. Est-ce qu'il y a ce genre de structure qui existe en Suisse? Est-ce qu'on en a besoin?
Est-ce que c'est à créer encore ? Est-ce que la recherche doit s'emparer de ces sujets ? Ouais, alors il y a un gros besoin. Il n'y a pas d'atelier paysan en Suisse. Alors on peut faire venir l'atelier paysan français en Suisse. Ça a été fait notamment par Victor Bovy à Marcelin pour un tunnel mobile. Mais par contre, c'est sûr qu'il y a besoin de faire de la recherche, d'essayer de développer des outils qui sont plus adaptés à... Alors, je vais donner un exemple aussi tout bête, mais il y a énormément de femmes qui s'intéressent aux micro-fermes. Et puis, je ne sais pas pour dire que les femmes ont moins de force, mais elles sont souvent quand même plus petites. Et on n'a que du matériel qui est fait pour des gros hommes bien virils. Et déjà, rien que ça serait super intéressant d'avoir du développement pour avoir des outils plus adaptés. Après, on peut aussi imaginer tout un tas d'outils qui sont non mécanisés, qui n'ont pas forcément un moteur thermique, mais qui peuvent rendre des services, comme par exemple des épandeurs, épandeuses à fumier, des trucs comme ça. Ça pourrait être super intéressant. Donc là, oui, il y a un réel besoin de faire de la recherche et du développement. Il y a un tout petit projet qui est en train de naître à l'EPFL, mais on verra ce que ça donne. Il faut pour ça que des étudiants et étudiantes soient intéressés. Puis je rebondis juste parce que je trouve ça intéressant quand tu parles de ça. Enfin, on voit qu'en fait, pour être micro-fermier ou micro-fermière, on se réapproprie en fait le système un peu agricole, on se réapproprie les outils et du coup, ça demande des compétences souvent quand même mécaniques. Enfin, on a besoin d'un peu d'autres compétences. Il faut être assez débrouillard. Alors, je dis pas que ça doit se faire par la formation de base au sein d'un CFC, mais c'est vrai que c'est quand même à noter, si des gens nous écoutent et puis qui veulent se lancer dans une micro-ferme, c'est quand même des choses à avoir un petit peu en main, ou en tout cas ne pas avoir peur d'aller dans ces directions, parce qu'il faut être débrouillard, faut aimer la mécanique, faut se dire tiens, comment là je peux faire. On est vraiment dans une réflexion autour un peu de son système maraîcher. Faut être adaptable. Un petit peu, ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis aussi peut-être, ça je reviens un peu sur quelque chose qu'on n'apprend pas forcément au CFC, qui manque actuellement, c'est que en fait, dans une micro-ferme, il y aura souvent beaucoup de main-d'œuvre, qu'elle soit salariée, professionnelle ou non professionnelle. Et du coup, en fait, on a besoin de beaucoup de compétences de gestion de main-d'œuvre, que ça soit aussi bien d'un point de vue administratif que humain. Mais on passe beaucoup de temps, en fait, à gérer les bénévoles, donc des gens qui ne connaissent pas forcément le monde agricole. Donc, il faut être un peu pédagogue. Et puis, il faut aussi pouvoir gérer son temps par rapport à eux, gérer tous les salariés qui sont sur place. Donc, ça demande vraiment d'autres compétences, et puis aussi des compétences un peu de marketing pour vendre et de communication pour vendre sa micro-ferme. C'est un spectre très large. Ouais, c'est ça. C'est vraiment un spectre assez large et qu'on demande, je pense qu'il est nécessaire quand même aux personnes qui souhaitent lancer une micro-ferme. Petit conseil à tous les micro-fermiers et micro-fermières, si vous avez beaucoup de bénévoles, la récolte de haricots, c'est super. Le désherbage, faites attention, c'est pas toujours les meilleurs désherbeurs, désherbeuses. Oui, il faut s'adapter aussi en fonction de son public. Le conseil pro du jour. Le conseil pro du jour. En parlant de mon public, je vois que l'heure tourne et qu'on arrive gentiment au bout de l'épisode. Mais avant ça, j'ai quand même envie de vous poser la question, parce qu'on a un peu évoqué ça tout à l'heure. En tout cas, Delphine, tu l'as un peu évoqué. C'est quel avenir, finalement, pour les micro-fermes ? C'est-à-dire que là, on a un modèle. Est-ce qu'on a envie d'y aller ? Est-ce qu'on n'a pas envie d'y aller ? Est-ce qu'on veut encore privilégier des tomates d'Espagne, en gros ? Moi, j'ai l'impression que non. Il y a quand même un besoin aussi de répondre à des enjeux locaux. Qu'est-ce que, globalement, on peut souhaiter pour les micro-fermes pour l'avenir ? Quels sont les problèmes qu'il faudrait qu'on règle ? Tout à l'heure, tu as évoqué justement cet aspect un peu juridique, administratif, économique, des paiements directs, tout ça. Typiquement, vers quoi on veut aller, quoi, et qu'est-ce qu'on pourrait régler comme petits soucis. Je sais que la question est large. Mais... Ouais, c'est ça, tu poses les bonnes questions, mais je pense qu'il y a une question, de se dire, est-ce qu'on veut aller dans le sens des micro-fermes maintenant ? Est-ce qu'on veut les soutenir ? Ça fait quand même un moment que la plupart qu'il y en a pas mal qui existent en Romandie. Est-ce qu'on se dit, tiens, c'est un système en fait qu'on veut qu'il se multiplie beaucoup plus en Suisse, et dans ce cas-là, il faut y mettre les moyens. Je pense qu'on peut citer Genève quand même. Le canton de Genève s'est dit, on a un petit territoire, on a vu qu'il y avait de ces micro-fermes qui se développent et on veut aller dans cette direction. Et là, de nouveau, ils ont fait ils facilitent la construction de bâtiments, ce genre de choses. Les UMOS ont été baissés pour certaines choses. Enfin bref, je ne vais pas rentrer de nouveau dans des choses techniques, mais ils ont mis les moyens
pour essayer de faciliter l'implantation de microfermes parce qu'ils se sont dit c'est là qu'on veut aller. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose qu'on doit réfléchir dans les autres cantons, déjà de se dire ces systèmes existent, ils marchent ou pas, ou peu, ou pourquoi ils ne marchent pas. Ça, c'est ce qu'on va essayer de démontrer avec le projet. Mais ils marchent et puis on aimerait les soutenir et du coup il faut qu'on soit peut-être un peu plus flexible sur certains aspects ou qu'on accepte là ou de baisser dans certains cas si on peut amener les preuves qu'on est bien dans quelque chose de productif, etc. Mais je pense qu'au niveau politique et au niveau des institutions, c'est vrai que là il y a un certain besoin de peut-être d'ouverture et de flexibilité si on veut aller dans cette direction. Alors moi ça me pose une question parce que là en fait depuis un petit bout de temps, on est en train de parler de l'amont, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut se décider en amont de la création des microfermes, mais j'ai envie aussi de parler de l'aval. C'est est-ce qu'aujourd'hui, le consommateur est prêt et va accompagner et suivre ces microfermes Est-ce que, David, toi qui as l'expérience, est-ce que c'est facile d'être rentable et d'avoir vraiment un carnet de commandes? Non, c'est vraiment pas facile d'être rentable, ça c'est sûr. Après, moi j'ai toujours travaillé pour des systèmes qui avaient déjà leurs consommateurs, disons... Enfin, j'ai commencé par... pris une clientèle en gros. Non, mais si tu veux, j'ai travaillé d'abord dans un système de panier de légumes. Donc là, effectivement, tu dois rechercher des consommateurs, mais une fois dans l'année. En gros. Il y a une date où les abonnements s'arrêtent et les nouveaux abonnements commencent et il faut que tu aies le bon nombre d'abonnements. Aujourd'hui, je travaille pour une épicerie participative où là, on a nos consommateurs qui sont là. Donc, on a des surplus, on doit chercher des clients supplémentaires, mais en règle générale, on a nos consommateurs qui sont déjà là. Déjà une base. On a une base, effectivement. Après, est-ce que les clients sont prêts à faire ce pas-là, qui est souvent un petit peu plus contraignant quand même que d'aller à la Migros, à la Coop ou dans n'importe quel autre supermarché où on aura tout au même endroit. Oui, c'est-à-dire qu'en gros, tu peux acheter ta tomate, mais aussi ton shampoing. Exactement. Et ton produit, ton spray pour le nez, parce que voilà, t'as le rhume. Ça, moi, je suis pas sûr. Mais il y a plein de gens, plein de personnes de bonne volonté, mais est-ce que la majorité est prête à faire ce pas-là? Je suis pas certain. Surtout que les moyens qui sont employés par les supermarchés sont beaucoup plus grands que les moyens employés par les microfermes pour faire de la promotion de leurs produits. Oui, puis au niveau, je te coupe, excuse-moi, mais c'est vrai qu'on le voit, tous les systèmes de vente directe, mais ça, c'est les agriculteurs, tous le disent, les consommateurs ne sont plus vraiment là. Et au niveau des microfermes, c'est quelque chose qu'on voit. Le nombre de paniers, par exemple, a fait forcément un pic énorme pendant le Covid. Et chez beaucoup, c'est revenu à un niveau qui était même plus bas qu'avant le Covid. Et ça, c'est même beaucoup d'agriculteurs le disent en vente directe, que ce soit même pas des micro-fermiers, ils voient vraiment cette tendance. Donc c'est vrai que dans les micro-fermes, il y a quand même un problème, je trouve, maintenant d'accéder à des nouveaux consommateurs. Souvent, on a une base fidèle qui est là, présente, qui reste là chaque année. Et c'est là, c'est super, c'est déjà une très bonne base, mais en attirer de nouveau, c'est extrêmement compliqué. Alors, nous, on a un système, donc je vous en parlais juste avant, c'est cette épicerie participative où on a supprimé les marges sur les produits, donc on n'a plus de marge, donc les gens payent une cotisation par année pour pouvoir faire leurs courses dans l'épicerie. Puis du coup, dès le moment où ils ont payé leur cotisation, ils ont tendance à venir plus faire leurs courses dans l'épicerie. Donc nous, on ne souffre pas de cette crise que subissent actuellement la plupart des producteurs productrices. Mais c'est vrai qu'il y a des questions à se poser. Je pense qu'il faut se réinventer en permanence. Et là, les systèmes de paniers de légumes sont en train de prendre une claque parce que je pense qu'ils n'ont peut-être pas réussi à faciliter la vie des consommateurs, consommatrices suffisamment pour que ça intéresse de plus en plus de monde. Oui, je pense que le système des paniers atteint un petit peu sa limite. On voit que les gens veulent plus tellement, parce que c'est des contraintes, de prendre un panier, c'est-à-dire s'abonner pour une année, payer en avance, avoir chaque semaine son panier. Ça, c'est un des systèmes qu'on rencontre au sein des micro-fermes, c'est pas le seul. Mais on voit que les consommateurs répondent plus tellement à ça parce que c'est des contraintes, parce que le panier vient chaque semaine, il est déjà fait, on choisit pas ce qu'il y a dedans. Donc en hiver, les fameuses betteraves ou choux toutes les semaines, ça commence à... Il y en a certains qui trouvent ça un petit peu lourd. Et puis, c'est vraiment chaque semaine, on a ce panier qui arrive et puis on doit en plus aller aider sur place, etc. Donc, on voit que le système, finalement... Tu peux pas le moduler alors, il y en a, facilement. Oui, non, alors ça, tu peux pas. Maintenant, si un jour, tu veux un panier, tu te dis, je veux que des betteraves. Là. Alors, tu peux pas. Tu peux pas.
Ouais, tu peux faire une demande spéciale. Mais après, maintenant, on voit que les micro-fermiers s'adaptent. Et puis, on a, par exemple, tu t'abonnes plus à un panier par semaine, mais quand tu veux ton panier, tu vas sur le site et tu commandes ton panier. Mais ça, il faut aussi se rendre compte que c'est quand même plus de logistique. Et ça veut dire que le maraîcher, il ne sait pas forcément combien il va vendre chaque semaine. Il ne sait pas s'il a le Donc, nombre de betteraves sécurité, etc. Et du coup, en fait, ce que tu es en train de dire, c'est qu'il faut qu'il y ait une réponse des deux côtés, en gros. C'est qu'à la fois, le consommateur soit un peu souple et accepte que dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut, on n'a pas toujours tout le temps ce qu'on veut, et les tomates en hiver, attention. Et que de l'autre côté aussi, il y ait d'autres formes, comme tu proposais, avec ton système un peu d'adhésion annuelle en contrepartie de suppression des marges brutes qui doivent se réinventer. Et que... C'est ça. Puis cette adhésion annuelle à Système B, c'est intéressant parce que ça ne veut pas dire que chaque semaine, tu vas recevoir quelque chose ou que tu es obligé de manger ce qu'on te donne, etc. Donc c'est un peu plus modulable peut-être. Ouais. Donc oui, effectivement, il y a un besoin de se réinventer puis de s'adapter peut-être aux circonstances où le système du panier avec abonnement marchait peut-être mieux il y a 5 ans. Et puis maintenant, on voit que les consommateurs et consommatrices ne veulent plus vraiment ça. Mmh. Ouais, il y a encore un autre, parce que là, on a parlé en amont plutôt au niveau politique, en aval plutôt les consommateurs, mais après, il y a aussi, si on est micro-fermier, micro-fermière dans l'âme et qu'on a vraiment envie de démarrer un projet, l'accès à la terre, il y a des solutions aussi. Moi, je pense que la ferme qui a le plus de sens, c'est la ferme de polyculture élevage. Donc, c'est une ferme ultra diversifiée. Et on a, depuis plusieurs dizaines d'années, plutôt une tendance à aller vers la spécialisation. Je fais que des grandes cultures, je fais que du bétail. Dans les grandes cultures, je fais que du blé, je fais que du machin. Là, c'est et dans le blé, je fais qu'une variété. Exactement, l'ultra spécialisation. Mais nous, par exemple, on a abordé un agriculteur, alors que je salue aussi, Edouard, sur la commune de Wavre. Et lui, il a ouvert son terrain parce qu'il a envie de voir d'autres productions chez lui. Donc, en fait, on a rajouté de la diversité à son système agricole, ce qui est super intéressant parce qu'on profite de sa fumure. Enfin, il y a vraiment énormément d'interactions qui sont intéressantes. Mais là, je vais pinailler parce que d'un point de vue juridique, c'est compliqué à trouver une forme qui est légale, en fait, dans ce cas-là, et qui est gagnante-gagnante. Et c'est pour ça qu'il y a un gros travail juridique à faire, parce que on ne va pas arrêter d'aller cultiver du terrain chez d'autres agriculteurs, mais il faut que ça soit légal. Et pour l'instant, ce n'est pas légal. Donc, effectivement, et là, il y a un gros truc à faire. Par contre, ça, c'est une possibilité illégal, je reviens. Ouais, dans un flou, disons. On est un peu dans un flou artistique, là. Mais il y a d'autres juridiques, on va dire. Il y a d'autres possibilités. Il y a énormément aujourd'hui de collectivités qui sont intéressées à ça. On a reçu la formation microferme, donc pour être praticien en microferme, qui est chapeauté par Agrilogie maintenant, a reçu une lettre notamment d'une commune proche de Vevey qui a 2 hectares à mettre à disposition de personnes qui ont envie de monter une microferme. Donc il y a des solutions comme ça. On parlait de l'avenir, quel est l'avenir souhaitable pour les microfermes. Pour moi, il y a aussi énormément de choses à faire au niveau des parcs. Dans les villes, il y a un exemple super sympa à Bruxelles où j'ai un excellent ami ils font du maraîchage dans un parc. Alors le parc reste public, mais ils ont une zone qui est allouée pour la production maraîchère. Ils ont un site sur lequel ils font de la self-cueillette. Ils ont un système de drapeaux, ils mettent des drapeaux verts, des drapeaux rouges, et uniquement les habitants qui sont à 500 mètres à vol d'oiseau peuvent aller faire de la récolte là-bas. Donc ça, c'est aussi une solution. Est-ce qu'on n'a pas envie un jour de changer nos parcs et d'enlever les pensées pour les remplacer par du chou, par exemple? Oui, faire des forêts comestibles. Tout est imaginable, mais je pense que l'approvisionnement en nourriture, ça va quand même être un enjeu dans le futur. Non, c'est vrai qu'il y a d'énormes potentiels, mais il faut y mettre les moyens, que ce soit aussi bien politique que tout un chacun. Ouais, c'est ça. C'est vraiment les deux pans un peu qui doivent s'impliquer, puis se dire, on veut aller là-dedans, on veut avoir une production de proximité qui répond à certaines de nos valeurs. Je pense que je vais vous remercier pour cette super discussion. En conclusion, j'ai envie de dire que c'est un peu nouveau, il y a encore plein de choses à construire et du coup c'est aussi chouette, quoi. Enfin, il y a plein de challenges, il y a plein de défis, il y a des freins, mais on pourra les lever. Certainement, en tout cas, grâce à ton projet, Delphine. Donc, David, je ne sais pas si tu as des informations à communiquer sur où est-ce qu'on peut te retrouver, s'il y en a qui sont intéressés par la formation microferme. Mais si jamais, je peux mettre les liens dans la description. Ouais, c'est Agrilogie à Marcelin. Et puis là, on est en train de monter une association des microfermes et qu'on va présenter aussi le 10 septembre à la ferme. Je ne sais plus comment elle s'appelle, la ferme de Benoît.
Ça sera sur c'est à deux lieux différents. Okay. En fait. Ça sera dans le canton de Fribourg, cette journée technique microferme. On s'est dit on va être un peu central en Romandie. Et puis du coup, on va dans 2 lieux différents. On va au Petit Marché et puis chez Racine Carré. Et du coup, on se déplace au milieu. Je sais plus, c'est un village, c'est des bleds un peu de Fribourg. Villars-Sivirier. Ouais, voilà, Villers-Dio ou quelque chose comme ça. Donc dans tous les cas, on pourra mettre les liens dans la description. Voilà, il y aura plus d'infos. C'est ça. La date à retenir, c'est le 10 septembre. C'est le 10 septembre, c'est un dimanche. On a mis exprès parce qu'on s'est dit les maraîchers, normalement, le dimanche, ils n'ont pas de marché, en tout cas, ça c'est sûr. Alors c'est peut-être leur journée de congé, mais en attendant, au moins, normalement, ils ne sont pas sur un marché, donc ils devraient pouvoir venir en masse. Nickel. Donc si on veut vous retrouver, rendez-vous le 10 septembre. Au moins là-bas, on pourra reprendre tous ces débats, rediscuter Absolument. de ces questions-là, voir ce qui a avancé ou pas, même si c'est dans peu de temps. En attendant, je vous souhaite à tous et à toutes une belle soirée ou une belle journée. Saucisse à la magie du podcast. À bientôt. À bientôt. À bientôt.